Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue aux panélistes, notamment Dr Jean Martel, et surtout ceux qui sont à ma droite. Vous savez, c'est toujours un plaisir que dans la vie, à un moment donné, on réalise que les enfants qu'on a formés sont prêts à prendre la relève. Parce que je suis très heureux de me rendre compte qu'à l'extrême droite, vous avez un de mes produits. Je suis très heureux. Il aura donc l'opportunité de partager son expérience de terrain avec vous, notamment dans le domaine du génie de l'environnement. Alors en fait, maintenant, je prends la parole pas en qualité du chef de département, mais comme représentant du directeur de l'École nationale supérieure des travaux publics. Je vais commencer par décliner ce qu'il a souhaité vous dire ce soir. Il a souhaité être là, vous le savez très bien. Monsieur le directeur, c'est quelqu'un qui aime toujours soutenir toutes les initiatives, notamment les initiatives des jeunes que vous êtes. Il a donc bien voulu être là, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu être là. Il m'a demandé de me charger de le représenter personnellement. Alors, il m'a dit de vous rappeler la chose suivante. Un club dans un établissement signifie beaucoup de choses. On sait qu'ici à l'école de travaux, il y a plusieurs clubs. D'où peut-être la question qu'on pourrait se poser. Le club du génie de l'environnement, c'est pour faire quoi? Dès lors qu'il y a bien d'autres clubs. Il a cru que je dois bien lui rappeler qu'en fait le club du génie de l'environnement devait être la locomotive. En fait, le club qui va porter les autres clubs. La raison étant simple. Vous savez, le génie de l'environnement, ou tout simplement les questions environnementales, sont toujours avant, pendant et après. Et ça reste l'une des rares questions où partout dans le monde, vous ne verrez aucun point dans le monde où ce qui préoccupe quotidiennement les êtres humains n'a pas de rapport avec l'environnement. Alors, c'est la raison pour laquelle il a tenu à dire toutes ses félicitations à cette nouvelle équipe chargée de conduire le club du génie de l'environnement à l'École nationale supérieure des travaux publics. Il m'a dit de vous dire du courage, allez de l'avant. Alors, ceci dit, avant de prendre la parole plus tard, cette fois-ci en qualité de chef de département, je voudrais, avec votre permission, une fois de plus, remercier tous les panélistes qui sont là, parce qu'ils ont sacrifié de leur temps pour partager avec les jeunes leur savoir-faire dans la question environnementale. Dans ceci dit, je déclare donc ouvert cette conférence organisée par le club du génie de l'environnement de l'École nationale supérieure des travaux publics. Je vous remercie. Merci, professeur André Talla, pour ce mot de bienvenue. Nous allons, sans plus tarder, enchaîner avec l'intervention de monsieur le président du club génie de l'environnement pour un mot de bienvenue également. Monsieur Herman Yédou, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence pour la commémoration de la Journée mondiale de l'eau. Alors, monsieur le directeur de l'École nationale supérieure des travaux publics, monsieur le chef de département, chers membres de l'administration, chers camarades, distingués invités, mesdames et messieurs,
La journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. La journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de cette journée est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, c'est-à-dire eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Les eaux souterraines rendent visible l'invisible, ou alors groundwater making the invisible visible. Cette année, l'attention se porte sur les eaux souterraines, une ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. Les eaux souterraines se trouvent dans les aquifères, des formations géologiques de roches, graviers et sables qui retiennent d'importantes quantités d'eau. Ces eaux souterraines alimentent les sources, les rivières, les lacs, ainsi de suite. Ces réserves en eau se rechargent par la pluie et les chutes de neige qui s'infiltrent dans le sol. Elles peuvent être extraites à la surface par des puits et des pompes. La vie ne serait pas possible sans les eaux souterraines. La plupart des zones arides dans le monde en dépendent intégralement. Elles fournissent la plus grande quantité de l'eau que nous utilisons, c'est-à-dire pour la consommation, que ce soit pour la consommation ou alors pour l'assainissement. Et elles alimentent les processus industriels et de production alimentaire. Nous devons protéger ces eaux de la surexploitation et de la pollution qui les menace actuellement, car cela mènera à l'épuisement de ces ressources, à des surcoûts dans leur traitement, voire à une impossibilité de les utiliser. L'exploration, la protection et l'utilisation durable des eaux souterraines seront essentielles pour survivre et s'adapter au changement climatique et répondre aux besoins d'une population croissante. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a environ 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau salubre. Alors, le saviez-vous? Aujourd'hui, une personne sur 3 n'a pas d'accès à l'eau potable. D'ici à 2050, 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau. En pénurie d'eau, au moins 1 mois par an. Imaginez-vous, dans un pays comme le nôtre, nous faisons tout un mois sans eau. C'est très pénible. Outre les États membres de l'ONU qui organisent à cette occasion des événements pour faire connaître les messages clés de la campagne, conférences, expositions, ateliers, un certain nombre d'ONG profitent de cette journée également pour attirer l'attention du public sur les enjeux cruciaux relatifs à l'eau. C'est dans cette optique de sensibilisation que l'École nationale supérieure des travaux publics, à travers le Club Génie de l'environnement, a organisé cette conférence à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Nous vous invitons ainsi à suivre avec beaucoup d'attention les différentes présentations préparées pour vous. À cette occasion, cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour les populations, sa véritable et la manière dont nous pouvons mieux protéger ces ressources vitales. La valeur de l'eau dépasse largement son prix. L'eau a une valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, que ce soit pour notre culture, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour notre éducation, que ce soit économie ou même l'intégrité de l'environnement naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l'un de ces, nous risquons de mal gérer cette ressource limitée qui est irremplaçable. Chacun a son mot à dire sur
c'est notre ressource la plus précieuse. Pour cette journée mondiale de l'eau, il nous faut être encore plus responsables. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Club Guinéen de l'Environnement, pour cette intervention. L'eau est une ressource indispensable pour l'humanité. Je pense que tout un chacun ici présent sait désormais dans quel contexte nous nous trouvons. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Nous sommes là pour parler de l'eau. Donc, on va commencer avec un expert du milieu, un ingénieur chimiste de formation, retraité, qui va nous parler du cycle de traitement de l'eau. Monsieur Docteur Jacques Martel, sur vos ovations, s'il vous plaît. Oui, donc la difficulté, il faut rendre visible l'invisible. Parce que l'eau souterraine, elle n'est pas visible, elle est sous terre. Alors, rendre l'invisible visible, c'est facile, il suffit un peu de prestigitation. Mais pour l'eau, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir la trouver et la protéger. En matière de souterraine, rendre visible présente deux aspects. L'utilisation comme ressource, le prélèvement, donc il faut rendre l'eau visible, et ensuite la protection de cette ressource, éviter que l'invisible, la pollution, devienne nuisible. Et avant ça, on va utiliser l'eau souterraine, mais pensons que les eaux souterraines sont suffisantes pour satisfaire notre consommation. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Il y a 1300 millions de kilomètres cubes d'eau sur la Terre, mais seulement 1 million de kilomètres cubes est utilisable pour la production d'une eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire 0,07% de la totalité de l'eau. De ce million de kilomètres cubes, seule une grande partie Antarctique, Arctique est utilisable. Donc il ne reste que les eaux de surface, les eaux des lacs, des fleuves, des rivières, et l'eau souterraine des nappes phréatiques ou des nappes fossiles. Et on estime que la quantité d'eau dans les nappes souterraines est de l'ordre de 2 milliards de mètres cubes. Nous sommes, en 2022, environ 7,9 milliards d'humains sur la Terre. Si on considère que la moyenne de la consommation humaine est de 0,1 m3 par jour et par habitant, les besoins journaliers se situent à 0,75 milliards de mètres cubes par jour, c'est-à-dire 288 milliards de mètres cubes par an. C'est-à-dire que nous consommons chaque année 14% de la quantité d'eau disponible dans les nappes souterraines. Si cette eau ne se renouvelait pas, eh bien, les nappes seraient asséchées au bout de 7 ans. La première question est de savoir si la cinétique d'alimentation des ressources est toujours supérieure à la cinétique
que nous imposons par notre consommation. On n'a pas de réponse sur les vitesses d'alimentation des nappes. Donc, solution, économisons l'eau. La deuxième question est de savoir si cette ressource sera toujours exempte de pollution et restera utilisable pour la consommation humaine. Donc, protégeons cette ressource. Et vous voyez que c'est urgent. Économisons l'eau, c'est facile. Un robinet qui fuit, c'est 1,3 mètres cubes, 1,6 mètres cubes par an. Une chasse d'eau qui fuit, c'est 500 mètres cubes par an. C'est-à-dire, vous multipliez par 300, vous voyez la facture, la perte. Une chasse d'eau, un mécanisme, ça vaut 1500 francs. Donc, on peut le changer, le temps de retour est de l'ordre de 2 jours. On peut récupérer les eaux de toiture. 1 mètre carré de toiture, c'est 60 litres par millimètre, par mètre carré et par millimètre de puits. Cette eau, elle peut être utilisée comme pour la défense incendie, pour usage sanitaire uniquement, pour l'irrigation. Donc il y a des pistes. Protégeons de cette ressource, ne la contaminons pas, respectons l'eau. Sur la première diapo, c'est un ouvrage d'adduction d'eau qu'ont fait les Romains pour alimenter la ville de Nîmes en l'an 50 après Jésus-Christ. Il a pratiquement 2000 ans. La photo du bas, c'est les restes de la station de traitement de l'eau de Niki. Il n'y a plus rien. Des carcasses vides, plus de sable. Et cette station n'a pas 2000 ans. Pourquoi elle est en ruine? Respectons la réglementation. Vous avez dans la réglementation des lois sur l'eau du 14 avril 1998 l'article 4 qui précise qu'on ne doit pas, qu'on doit protéger l'eau et on ne doit pas la polluer. Exemple. Vous connaissez la photo du bas, ça s'appelle une latrine à canon. C'est-à-dire que les faisselles vont directement dans le cours d'eau. La deuxième, c'est les bouts de vidange qui vont directement dans la rivière à Locos. Ça s'appelle le respect de l'eau. Rendons maintenant l'eau invisible, visible. Donc il faut la capter. On va capter les eaux souterraines, les sources, les puits, les forages. Les sources, l'eau d'une source, elle est toujours de bonne qualité et elle est propre parce qu'elle a traversé tout un massif filtrant, donc elle a le temps de séjour est long, donc la matière organique a disparu, les bactéries aussi, et la turbidité est filtrée. Ne laissons pas partir cette eau directement dans le milieu naturel, elle va se salir. Donc, allons chercher l'eau au plus près de sa résurgence, c'est-à-dire directement dans la roche-mère, ce qui se fait dans le premier graphique. La source avant, elle était en bas
vous voyez qu'on a fait tout un terrassement pour attaquer directement la source. Il y a un fossé qui empêche que les eaux de ruissellement viennent dans la source. Ça, c'est un captage. Si on a des sources qui rentrent dans un marécage, eh bien on enlève tout ce qui pollue la source et on crée des murailles pour isoler et que cette source, cette eau aille directement dans la chambre de captage. Et de là, après, ça va au réservoir. Parce qu'ils sont non conformes, ils sont en proximité des latrines, on le verra, et vous voyez les photos qui identifient tout ce problème. Vous avez fait, vos collègues ont fait des mémoires, comment ça s'appelle, des mémoires où ils ont fait tout l'état des puits de Yaoundé. C'est catastrophique. Dernière chose, les forages, ils vont chercher une eau plus profonde, plus profondément, donc il y a on espère une meilleure qualité à condition que ces forages soient supérieurs à 40 mètres. C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'eau dans la deuxième nappe, parce que la première nappe à 30 mètres, elle est hyper polluée. Vous avez une coupe de forage et vous avez les différentes caractéristiques, les rabattements. Il y a forage et forage. Il y a foreur et foreur. Il y a des gens qui sont sérieux. Il y a des bandits, pour ne pas dire un autre mot. Donc, un foreur sérieux, eh bien, il doit donner des caractéristiques. Il doit donner le débit qui vont servir à dimensionner le débit de la pompe. Où on place la pompe dans le forage, en fonction de son rabattement. À partir du moment où on a la position de la pompe dans le puits, eh bien on calcule la hauteur géométrique entre la pompe et son lieu de dépotage. On ajoute les pertes de charge dues à la canalisation et on a la HLT de la pompe qui sert à dimensionner la bonne pompe qui va servir. Il y a une analyse d'eau qui est faite par le foreur qui donne ce qu'on doit faire comme traitement. Est-ce que je vais éliminer le fer, le manganèse? Est-ce que je vais éliminer la bactérie, etc. Voilà par exemple un bulletin de foreur où il y a tout, il y a la coupe géologique du système, le niveau de la pompe, le débit d'utilisation 7,9 mètres cubeurs. Donc tout est là. Après, la pompe, elle a son équipement. Il y a une étanchéité de la tête de forage. Il y a des étanchéités quand on traverse des zones d'eau polluée. Exemple. Là, il n'y a même pas d'étanchéité. Toutes les eaux de ruissellement vont directement dans le forage et on distribue cette eau aux gens. Dans le cas présent, on est ici dans une plantation d'EVA à Meillon-Messala. Donc il y a plusieurs forages de ce type-là et les directeurs de l'usine s'inquiètent parce que tout le personnel est malade.
Normal, ils boivent cette eau. Voilà un forage qui est conforme avec l'étanchéité, un surélèvement pour éviter les eaux de ruissellement, et puis un grillage parce qu'on ne peut pas pénétrer dans cette zone de protection. Ça, c'est aussi une plantation d'EVA à Niété, où le directeur a mis tout en place pour faire de sa société une responsabilité sociale. Eh bien, sur les deux directeurs, c'est le directeur de cette société qui a été évacué. Cependant, les forages sont limités au Cameroun. Mis à part la zone d'alluvion de Douala, où on peut pomper 250 mètres cubes sans problème, bon, on trouve du fer et du manganèse. Les autres forages ont une capacité de production réduite, insuffisante pour alimenter une collectivité. Moi, j'ai fait plusieurs forages. Eh bien, pour alimenter un barrage de 4000 habitants, il m'a fallu 3 forages, un de 10, un de 4, un de 1. Parce que c'est un massif fissuré. Par ailleurs, ces forages demandent un entretien régulier et ça doit se faire par un technicien compétent. Moi, combien de fois on est venu me chercher pour des PMH, il fallait changer le joint. Une commune de 45 habitants ne pouvait pas mettre 2000 francs de côté par an pour changer le joint. Donc là, les pompes étaient en panne, la volonté était en panne. Ensuite, si on met les pompes électriques, elles doivent être protégées par un stabilisateur de tension. Parce que un EO ne respecte pas son contrat de variation de 5%. Or, les pompes, c'est des pompes européennes, elles ne supportent pas ces variations de tension. Donc, U égale RI, si vous n'avez pas le potentiel, c'est l'intensité qui augmente. Et elles se mettent en défaut d'isolement. Donc, il faut remplacer la pompe rapidement. Moi, par expérience, les pompes, c'est 2 ans. Alors que la durée de vie normale d'une pompe, c'est 7 ans. Et puis, ces pompes, elles doivent être renouvelées parce qu'elles ont une durée de vie, quand tout va bien, de 7 à 8 ans. Donc ça veut dire qu'on doit avoir le budget pour remplacer cette pompe. Si on ne la remplace pas, il n'y a plus d'eau. Maintenant, on a trouvé de l'eau. Eh bien, il faut éviter que l'invisible devienne nuisible. C'est les pollutions. L'Organisation mondiale de la santé préconise les différentes exigences que doit posséder l'eau destinée à la consommation humaine. Mais elle précise également que tous les usages de l'eau sont concernés par cette exigence de qualité. C'est-à-dire, en gros, l'eau que l'on tire de la chasse d'eau doit avoir une qualité alimentaire. Pourquoi? Pourquoi pas faire 2 réseaux d'eau? Mais parce que si on veut une eau de qualité, il faut une ressource de qualité. Et les lois sur l'eau sont des lois sur l'environnement.
protéger cette ressource en supprimant tout risque de contamination. Ces risques, ils peuvent être immédiats, c'est-à-dire que la pollution, eh bien, elle va de suite dans le forage, on a vu un exemple. Ça peut être à court et à moyen terme, c'est la pollution des nitrates et pesticides, ou à long terme. Et donc, on a défini des périmètres de protection immédiats, rapprochés, éloignés. Périmètre immédiat, il est clos, il est propriété de la commune et personne ne doit y accéder. C'est l'exemple de la première photo où on voit un périmètre clos. Périmètre de protection rapproché, eh bien c'est l'hydrogéologue définit en fonction du sens d'écoulement de la nappe le périmètre où toute pollution n'arrive pas au puits ou au forage. Toute activité humaine est interdite. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur la ville de Paris, le captage d'Armentières. La ville de Paris a acheté la totalité du périmètre rapproché et a incité les agriculteurs à faire de l'agriculture biologique. C'est-à-dire pas d'épandage de nitrates, pas d'épandage de pesticides. Un exemple, c'est fait par les étudiants de l'école, c'est la thèse de M. Foucault Djoko. Il a identifié que s'il y avait des pluies à moins de 35 mètres, il y avait une pollution. Et l'extrapolation de ces courbes montre qu'il n'y a plus de pollution au bout de 30 mètres. C'est pour ça que l'OMS préconise qu'il ne doit pas, entre une latrine et un point d'eau, il doit avoir 35 mètres. Ici, il n'y en a pas. À 35 mètres, vous n'avez plus aucune latrine, elles sont toutes à 5, 10, 15 mètres. Exemple, vous voyez qu'il y a 4 puits dans un rayon de... Vous voyez, il y a 13 mg d'ammoniac et 2000 coliformes fécaux. Pour mémoire, un seul coliforme dans 100 ml rend l'eau non potable. Donc les coliformes, ça vient de nos fesses, l'urée, ça vient de notre urine. Donc bonne dégustation. Les périmètres de protection éloignés, c'est une zone qui peut couvrir plusieurs départements, selon l'aquifère qui est. Dans la vidéo tout à l'heure, la source d'Armentières, son périmètre de protection éloigné couvre 13 000 hectares. Un exemple qu'on a eu, c'est à Montpellier, est alimenté par la source du Lez. Il y a eu une présence de phénol dans cette source. Et bien on a retrouvé la cause de cette présence par une distillerie de mou de raisin qui était située à plus de 100 km, c'était après Nîmes, à plus de 100 km de Montpellier. Donc il a fallu mettre en conformité toutes les distilleries et les stockages de mou dans le périmètre éloigné de la source du Lez. Il est évident que pour les rivières et fleuves, on ne peut pas mettre de périmètre de protection parce qu'il faudrait tout clôturer.
Et pourtant, il y a des risques de dégradation de la qualité. Le Nion, depuis Akomiada jusqu'à avant Valmayon, eh bien, il reçoit toutes les pollutions, y compris celles de Yaoundé. C'est la station de traitement qui doit être équipée d'un système de traitement aux zones charbon actif, un système d'affinage. À Akomiada, la deuxième tranche est équipée d'un charbon actif, mais il n'est pas en route. Sinon, une bonne protection, ça peut être un contrat de rivière, de manière à éviter de tout jeter dans cette rivière. Maintenant, la question, quelle va être notre action de chacun, parce que ça concerne chacun de nous, pour protéger la ressource, changer mon comportement. Je ne jette pas n'importe où. Donner l'exemple. Moi, quand j'allais jeter mon mouchoir dans une poubelle ou un tas où il y avait l'ordure, je me faisais moquer de moi. Moi, j'ai dit, je respecte toujours le sol qui m'accueille. Et puis sensibiliser les personnes autour de moi. Ça, c'est l'état des rivières de Yaoundé. En coliforme fécaux, vous voyez que c'est du gratiné. 54 000 coliformes dans 100 millilitres. Et on arrose les salades, les choux avec cette eau. Vous avez une étudiante qui a fait un très bon travail pour éliminer cette pollution par le tourteau de la graine de moringa, qui a des vertus flocculantes, et on élimine 95% de la pollution bactériologique. Malheureusement, son mémoire, eh bien, il est dans un coin poussiéreux et personne ne va l'utiliser pour traiter cette eau. Autre particularité, le rapport coliforme spectro-fécaux est spécifique de la pollution humaine. Et là, on voit bien que c'est notre contamination qui pollue ces rivières. Et ces rivières ont un classement. 1, c'est une très bonne rivière. 5, elle est en perdition, si elle n'est pas perdue. Ici, eh bien, elles sont toutes entre classe 4 et 5. Donc, il y a du travail à faire. Je recommence avec ma latrine à canon et mon déversement. Vous voyez l'agression de l'environnement. Ça, c'est Mokolo. Vous savez comment ils traitent les eaux, ils vidangent les fosses à Mokolo. Et puis ils les percent et ça va dans le carrefour d'en bas. Conclusion, eh bien, un point d'eau peut constituer une ressource que s'il dispose de ces périmètres de protection et d'un contrôle de la qualité de l'eau. Parce que quand vous voyez des sources, des puits, etc., servez-vous, mais c'est un empoisonneur. Il n'a pas fait de contrôle, donc vous ne savez pas ce que vous buvez. C'est le respect que l'on accorde à l'eau, source de vie, qui doit être le fil conducteur de nos actions de protection. Nous, on a la chance, en Europe, d'avoir une culture gréco-romaine, où vous avez vu la ville de Nîmes, les Romains avaient cherché l'eau bien au-delà d'aller chercher l'eau propre, là où elle était. Dans la vidéo de la ville de Paris, eh bien, vous avez 3 aqueducs
qui allait chercher l'eau à 200 ou 300 km de là. Ça a été fait en 1850 sous le baron Haussmann. Donc maintenant, la première question est la suivante. Que faites-vous, vous, pour protéger l'environnement? La deuxième question, êtes-vous un éco-citoyen visible ou invisible? Merci de votre attention. Merci, docteur Martel, pour cette analyse experte. S'il y a une phrase à retenir de cette intervention, c'est bien « respectons l'eau ». À présent, avec la permission de l'assistance, nous allons passer d'un expert à un autre. Il est vrai que notre prochain intervenant peut être moins d'années d'expérience, mais son génie parle pour lui-même. Il est directeur général des United Engineers et il va nous entretenir sur la chaîne de matériel dans le domaine de l'eau avec un zoom sur le cas du Cameroun. L'ingénieur Pierre-Marie Essos, aux ovations, s'il vous plaît. Alors, en guise d'introduction, la filière eau est l'une des plus prisées de nos jours, car elle devient de plus en plus source de grands débats dans le monde en général et en Afrique en particulier. De nombreuses querelles inter-États ont débuté du fait d'un désaccord par rapport à une ressource en eau. Nous avons le cas en Égypte et le Soudan qui bagarre par rapport au Nil, pour ceux qui se renseignent. La gestion de nos ressources en eau nécessite l'expertise des personnes dotées d'une bonne intelligence et ayant reçu une formation dans le domaine. De nos jours, nous rencontrons plusieurs personnes qui se font passer pour des ingénieurs en ressources en eau et autres filières de l'eau, mais sur le terrain font tout sauf apporter des solutions aux problèmes des populations. Le docteur l'a dit. J'évite de dire que ce sont des charlatans, c'est vrai. La production d'une eau potable est une partie de la gestion des ressources en eau qui nécessite une grande expertise, surtout avérée dans le domaine. Nous avons plusieurs personnes qui s'y lancent sans même savoir quelles sont les bases de ce métier. Plusieurs étapes sont nécessaires pour rendre une eau potable. Nous avons le pompage. Le pompage, c'est quoi? Comme le docteur l'a dit, pompage, captage. On commence par trouver la ressource en eau. Une fois qu'on a trouvé cette ressource en eau, on fait une préfiltration. La préfiltration, ensuite, nous devons adoucir cette eau, puis la filtrer. Ensuite, nous devons la désinfecter et enfin la stocker et puis la distribuer. Toutes ces étapes nécessitent des appareils bien définis. Mais plusieurs personnes ignorent leur existence ou alors les ont déjà vus mais ne savent pas à quoi ces appareils servent exactement. Pour le pompage, afin d'avoir une bonne pression d'eau dans le système, il est nécessaire de booster cette eau à l'aide d'une pompe ou d'un suppresseur. Il existe plusieurs modèles et différentes marques. Mais le plus important lors du choix d'une pompe, après avoir bien sûr dimensionné comme le docteur l'a dit, ce sont les caractéristiques qui sont la plupart du temps inscrites sur les étiquettes. Vous avez les puissances, la hauteur max, le débit de la pompe. N'allez pas prendre une pompe pour prendre, parce qu'elle est moins chère, ou parce que votre client n'a pas d'argent. Ne faites pas de plaisir de foirer votre carrière. Voilà par exemple, pour ceux qui peuvent bien voir, à l'extrême droite,
Les deux debout là sont des pompes de surface. Pompes suppresseurs, ça se connecte beaucoup plus à la surface. C'est-à-dire qu'on a déjà la ressource en eau présente. On utilise ces pompes pour augmenter ou alors pour booster la pression, le débit de l'eau. C'est à ça que servent ces pompes. On les utilise la plupart du temps dans les immeubles, dans les maisons d'habitation, selon la capacité et la hauteur de l'immeuble. À côté, celle qui est posée sur l'instrument rouge, c'est un suppresseur. Et en bas, c'est son ballon. Le suppresseur est là pour booster la pression et le ballon augmenter de manière exponentielle avec une pression d'air, la pression de l'eau. Donc, ces pompes ont pratiquement le même rôle. Il y a maintenant les pompes immergées. Malheureusement, je me rends compte qu'il n'y a pas d'image. La pompe immergée, c'est celle qu'on utilise pour les forages. Les pompes immergées, là-bas aussi on vérifie la pression, on vérifie la puissance, la hauteur max et le débit par heure ou par minute. Il faut toujours vérifier ces éléments avant de choisir une pompe. Bien sûr, un dimensionnement est fait au préalable. Vous forez à 150 mètres, vous envoyez votre pompe à 60 mètres de profondeur et vous mettez 0,5 chevaux. C'est pas bon. Elle va trop travailler. Énormément même. Nous avons parlé de la préfiltration. Une préfiltration de l'eau est nécessaire car lors du transport, plusieurs particules indésirables sont elles aussi transportées. À cet état, nous pouvons utiliser des filtres à coton, sable et ou charbon, ou les trois. Donc vous avez deux prototypes. Le premier filtre à 2 cartouches. Vous choisissez coton, charbon, coton, sable. Mais pas coton, sable. Toujours, mais pas coton. Toujours coton quelque chose. Pas sable, pas charbon. Il faut toujours qu'il y ait du coton là. Parce que le coton, c'est lui qui retient les particules les plus fines. Vous avez un 5 microns, 1 micron, bref, tout dépend de l'analyse qui est faite au préalable. Vous avez le filtre à 3 bougies. Là-bas, vous pouvez mettre les 3 entités ou 2 charbons. Tout dépend de l'analyse. Si vous avez des odeurs à retirer, par exemple, 2 charbons, 1 coton. On se comprend. Alors, l'adoucissement. L'adoucissement est un procédé de traitement initial destiné à réduire la dureté de l'eau, due à la présence de sels minéraux alcalino-terreux, carbonate, sulfate et chlorure de calcium et de magnésium. Cette opération entre parfois dans le cadre de l'épuration physico-chimique de l'eau, où elle peut être accompagnée d'autres modalités, d'autres modes de traitement. Filtration, désinfection, dénitrification, élimination des pesticides, en vue de sa distribution comme eau potable ou pour des usages techniques nécessitant une eau déminéralisée. D'autres techniques d'adoucissement existent actuellement sur le marché, comme par exemple les adoucisseurs avec injection au CO2, permettant de maintenir le carbonate de calcium en solution sous forme de bicarbonate de calcium et d'empêcher ainsi sa précipitation. L'eau ainsi traitée est sous-saturée vis-à-vis du carbonate de calcium et indiqué indice de saturation 0. Et donc, elle n'est pas agressive, elle permet même la dissolution des dépôts de calcaire existants. Nous avons le principe de fonctionnement d'un adoucisseur. L'eau qui rentre dans le bac à résine. Le bac à résine sur le bocal que vous voyez. L'eau rentre. L'eau fait un parcours complet dans la résine. Maintenant,
il y a comme un petit tuyau au milieu. L'eau adoucie est captée par ce tuyau et elle remonte pour ressortir en haut là-bas, eau adoucie. Le bac à sel qui est à côté, c'est pour la régénérescence de la résine. On se comprend? C'est le même principe, un peu plus détaillé. Même principe, mais un peu plus détaillé. La filtration. Le filtre à eau domestique et industriel le plus efficace reste l'osmoseur. Cet appareil se place sous l'évier à filtre l'eau, sous l'évier et filtre l'eau grâce à sa membrane poreuse qui va retenir 99% des éléments nocifs encore contenus dans l'eau, à l'instar des bactéries et polluants comme les nitrates, le cuivre ou le chrome. Voilà l'exemple d'un adoucisseur industriel. Ça, c'est un adoucisseur industriel. D'un osmoseur industriel. Et voici notre osmoseur de la cuisine. Vous voyez la différence? L'osmoseur industriel, l'osmoseur de la cuisine. Tout à l'heure, il était question d'installer cet osmoseur-là, sous l'évier. L'avantage avec l'osmoseur électrique, celui qui est sous l'évier là-bas, il vient avec un robinet qui vous produit soit l'eau chaude, soit l'eau froide. Je pense que c'est ici que vient la fameuse habitude de croire qu'à la maison, l'eau de la cuisine est toujours potable. Beaucoup de personnes pensent que l'eau de la cuisine, c'est la meilleure des eaux. Nous parlons de la désinfection. Il s'agit ici d'éliminer les micro-organismes pathogènes. Les micro-organismes sont détruits ou désactivés, entraînant la fin de leur développement et leur reproduction. Comme appareil de désinfection, le plus prisé et le plus accessible, c'est la lampe à ultraviolet, la lampe à rayon à ultraviolet. Nous avons un exemple là-bas. Dans la chaîne de montage, la lampe à ultraviolet est la dernière étape. Le stockage et la distribution. Après tout ce long processus, notre eau peut être dite potable, mais avant de la commercialiser ou de la consommer, il est toujours bon d'effectuer des tests de contrôle. Question de s'assurer de la qualité de l'eau et du système installé. Pour les systèmes industriels, un appareil dénommé la soutireuse permettant d'effectuer le lavage, le rinçage et le remplissage des bonbons. Voici par exemple une soutireuse industrielle. Alors, un système pareil nécessite, comme le docteur le disait encore, une maintenance régulière des appareils. Il est donc important d'avoir des notions sur comment tous ces appareils fonctionnent et comment les mettre en marche. Au cas où vous n'avez vraiment aucune notion, faites appel à des techniciens qualifiés en la matière pour une bonne maintenance. Juste une parenthèse, les filtres se changent au plus, les cartouches au plus après 2 mois. Il faut penser à les changer. Et un peu de... On a dit tout à l'heure que j'étais responsable de quelque chose. Donc, en tant que plus produit d'EDEFA, j'ai l'honneur de vous présenter ma petite structure, United Engineers SAR. Nous faisons dans le BTP, topographie et cadastre, énergie renouvelable, la prestation de services. En environnement, nous produisons les notices d'impact environnemental, les études d'impact environnemental et social, la gestion des déchets, l'entretien des espaces verts, forage et adduction en eau, études géophysiques et géotechniques,
L'étude géophysique est l'étape préalable avant d'effectuer un forage. Et je peux rassurer le docteur en lui disant, nous ne faisons pas les conneries, on fait des très bons forages. Et on assure la maintenance de nos forages. Je vous remercie. Merci, ingénieur Esso, pour cette présentation. Je pense que tout le monde ici a pu se faire une idée du matériel requis pour le processus de traitement de l'eau. Nous avons donc, avec les deux précédentes interventions, nous avons eu un regard d'ingénieur sur la question de l'eau. Il est vrai qu'ici c'est une école d'ingénieurs, mais sur le terrain, c'est tous les corps de métier qui se mettent ensemble pour résoudre les problématiques humaines. C'est la raison pour laquelle nous avons parmi nous un professionnel du milieu de la santé et il va aborder l'aspect santé lié à l'eau. Sous vos ovations, s'il vous plaît, le docteur Tambo. Good afternoon, everyone. I'm going to talk in English. So I'm very happy to be here. It's indeed an honor. I did not know that it was going to be a panel like this, so I'm really honored to be here. And I thank the team for inviting me. So I'm Dr. Tango Caleb. I work at the Tugebe Baptist Hospital. I'm also the project manager for an NGO that started in 2020. It's known as Preventive Medicine Foundation. So we go about teaching, especially the youth, about preventive medicine. So today is Water Day. I think the engineers have talked much about extracting the groundwater, sending it up and producing it. But I will talk on the medical aspect. So I will try to throw some light on the water-related diseases that we can encounter if the water is not well treated. So I will go very fast. And so I'll be talking on water-related diseases. And that is going to be our outline. So we are going to define the water-related diseases. Then we see the different types. And then we'll talk about the prevention and also a conclusion. So drinking water is a major source of microbial pathogens in the developing world. It's rather unfortunate that we encounter such problems, and you can get about 2 million deaths in a year, and you have so many people who complain of diarrhea throughout the year. So they did an estimate. They didn't consider that if there are about 8 billion people in the world, at least every person has an episode of stomach disorder of some type and almost the diarrhea in a year. And you will notice that in the deaths that are recorded, most of them are children. So water-related disease is defined as any significant widespread adverse effect on human health, such as death, disability, an illness or disorder caused directly or indirectly with respect to the condition, the changes in quantity or the quality of water. That therefore tells us that if the water is not well purified, we are going to have problems with health. So I'll go very fast. So the term that we are supposed to know, potable water, we call it every day, it means clean water. It means it is free of all objects. It doesn't include pathogen. It has no taste, no color, no radioactive material. Meanwhile, contaminated water, you have pathogens, you have other chemicals that are not supposed to be there. So, which type of microbes do we find in contaminated water? They are divided into 3. I know most of us here we did biology in secondary school, so it's not strange seeing viruses,
bacteria, and parasites. And the water-related diseases, they are shared into 4 different groups. So you have those that are called waterborne diseases. Those are those diseases that you can get when you drink water directly. You have an example of cholera that we are fighting even now. You have typhoid. You have amoebic dysentery and other diarrhea illnesses. Those that are related to when you bathe or wash yourself with those water, the contaminated water. You have scabies, you have trachoma, which is an eye disease. Then those that stay in water when you use the water frequently. So you have other worms like schistosomiasis, and those that are being transmitted by insects that breed around water. For example, the malaria that we know. We have waterborne diseases, so we are going to start with the first. I already talked about it, that there are those that you can get when you drink water directly. And you have a list of bacteria that can cause, that are known as waterborne diseases, waterborne bacteria. So you have a list of them there. You have Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Legionella, Salmonella, Shigella. So all of those things, I know you guys are not interested that much. So we have a list of viruses, the different types of viruses that you can get if you drink contaminated water. You have a list of parasites, different parasites that can also affect your system if you drink contaminated water, and we have different types of worms. So we'll take an example of, say, typhoid. That is a disease that is really common in our vicinity, in the environment. If you look, it is caused by Salmonella typhi. So we have about 17 million cases each year in the whole world, and it causes over 600,000 deaths. So you will discover that the symptoms are those you may have had in the past, or those you're still to get in the future, that you come with a crampy abdominal pain, maybe with headache, you have had high fevers, say for some days or up to a week. Then another typical example is hepatitis, and it's hepatitis A and E. So those are tests that can affect you, but we don't do those tests. Those are viruses that can affect you, but we don't do the test of the viruses in the hospital. So there is this probability that you come and we do a series of tests and we don't get a diagnosis, and we send you either to Centre Pasteur to do some other tests. So if we don't treat our water well, what happens? Say, for example, those who live in the village. What would they do? Would they be able to win access a sophisticated laboratory to be able to detect that you have hepatitis A and hepatitis E? So that lays more emphasis to all what the engineers were saying. So we have polio, so it's a fecal oral germ. So those who have it, if they pass it through stool, and if by one means or the other you get it through your food, it also infects you. Some people are surprised. We have legionellosis. So this one is a bit rare, but they do occur, especially when you have dams. Dams when they have stayed for a very long period of time and it has not been cleaned. You also have pipes that have not been cleaned for a very long time. This germ can develop in those pipes, and when they infect the human body, they have complications mainly on the heart and the lungs. So we have water-wash diseases, and we mostly have worms that stay in water, and when we bathe ourselves with them, one way or the other, they can stick to our fingers, and when we eat, they get into our GIT, that is the alimentary canal, and also cause harm. So we have different types of worms there. We have ascaris, we have the hookworm and the whipworm.
which can cause serious complications at the level of the respiratory system. So they can even get to the respiratory system and cause difficulties in breathing, or they cause pneumonia. So we have acute respiratory infections. So this one is common. You have some other viruses that are related to water when you wash yourself with contaminated water. And it has been demonstrated that when you wash your hands adequately, if you take washing your hands seriously, you are going to, the prevalence of this disease will not be alarming in the community. So we have other skin and eye diseases, the trachoma I was talking about. So this one is caused by Chlamydia trachomatis. It's not the chlamydia you know at the reproductive system, but this one is at the eye. So when you wash with contaminated water, you can have an infection there. And the next one is ringworm, what we see every day on the scalp of children, we see on their skin. It's quite common everywhere. So most of it is related to dirty water that they use to wash their skin. So when you have poor hygiene, it can also lead to this. So water-based diseases, we have talked about that. So we have different types of water-based diseases. So those are worms. They call them schistomiasis. So we have schistosomes that are being transmitted by a particular type of snail that stay in water. So when somebody eats these snails, it gets into the system, the alimentary canal, it can form other larvae, and you see somebody with a distended abdomen there. So this is another type of worm that is known as the guinea worm. You can see how long it is. It gets into the alimentary canal, it develops, it enters the soft skin tissues, it develops, and you could see how it's being removed from the child's leg. It's that long. So water-related insect vector diseases, as we were talking about, when you keep dirty water around the environment, you call other insects that will breed around that area, and you will have other diseases that is going to transmit. So the vector carries the germ that infects you. For example, the one of the female Anopheles mosquito, so it carries the Plasmodium germ that enters your body and gives you malaria. So you can see others there. You have the yellow fever virus. It can infect you and give you yellow fever. You have dengue fever. Then you have all types of worms of filariasis. And you can see there you have river blindness and leishmaniasis, loasis. You can see for loasis. You can see a worm that is being removed from somebody's eye. So it's that serious. So this is a summary of all those diseases that you can get through infected water or contaminated water. So we will not go without talking about chemicals. So it should not be forgotten that chemicals too can also contaminate the waters, just as the engineers mentioned. We have different compounds like the arsenic compounds, we have the fluoride compounds, nitrates, carcinogenic pesticides. We have heavy metals such as the chromium, nickel, and the cyanide. So you can see some of the health effects that they cause in the body. So if you have arsenic compounds, it can cause cancer, it can cause vascular diseases, and also skin lesions. You can see a hand there. I think the image is not so clear. You have seen the lesions on it. And you have, if there's too much chlorine, so it can cause cell damage. If you have too much of iodine in the water, so it can lead to enlargement of your thyroid gland. And if you have too much of nitrate compounds, it can also lead to the death of the tissues.
So how do we prevent this? All of these diseases we have been talking about. So how do we prevent? And normally we have gotten the other presentations, and I think we must have understood what they said. But I'll just conclude by saying that we need to educate the masses, we need to educate the population about purifying water, about washing of hands, and about maintaining our health. So we provide an overview of drinking water sources, monitoring, regulation, treatment, and health considerations. So it's always good, it's primordial to discuss the origin of water supply problems, whether it's natural or human induced. So we should always discuss about or intervene in the education and the remediation of having good water in the society. And concluding, I would say that contaminated water is unsafe for our health, and we encourage personal hygiene, regular and proper washing of hands for a better health. So thank you. Thank you, Dr. Caleb Tangon, for this rewarding presentation. You have seen it. There are many harmful diseases related to water, so it's up to us to take the responsible behaviors. Now, allow me to continue in French before I start saying nonsense. Plusieurs aspects techniques ont été évoqués ce soir. Vous avez certainement compris certaines choses, d'autres étaient un peu plus floues. C'est pourquoi nous ouvrons maintenant la séance des questions-réponses, que vous puissiez vous adresser directement à nos panélistes. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, chef du département. Je suis l'étudiant Guillaume Barmé, Saint-Génie de l'environnement. Ma question va à l'endroit de monsieur l'ingénieur qui est sorti ici, concernant surtout les appareillages. Alors, vous avez présenté les appareillages qui interviennent surtout dans le traitement de l'eau. Je m'intéresse ici surtout aux eaux souterraines. Qu'en est-il des appareillages qui contribuent à l'identification des couches en question? Merci. Moi, c'est Mohamed Fompo, étudiant en 4e année topographie et cadastre. J'ai bien écouté mes professeurs et il est académique. Cela me va tout droit au cœur. Il y avait une préoccupation parce que vous avez bel et bien parlé de l'eau. Je n'ai pas celui où on a mentionné si de nos jours sur la planète Terre, l'eau est en baisse ou pas. Parce que nous avons des zones qui souffrent énormément de l'eau. Avant de potabiliser l'eau, il faut qu'on cherche comment trouver de l'eau. Et ma deuxième question s'articulera sur le grand professeur, où il a parlé pour chercher de l'eau, il fallait aller voir à 40 mètres du sol. Et dans la zone de Douala, où nous savons que déjà à 5 mètres, nous pouvons déjà trouver de l'eau. Faut-il aller jusqu'à 40 mètres du sol? Je pense que ceci était les deux préoccupations. J'en ai terminé. On va prendre une dernière question de ce côté. Bonjour, moi c'est l'étudiant Bissoué Somba Marie de Mèche 2. En fait, j'ai quelques préoccupations et des suggestions. Premièrement, je remercie d'abord la conférence parce que cela m'a permis de beaucoup apprendre. Et nous remarquons réellement que la ville de Yaoundé, l'eau de Yaoundé n'est pas potable et que les rivières et le fleuve est pollué.
Maintenant, ma préoccupation serait, si cela n'est pas possible pour le club du génie de l'environnement, parce que c'est beau, c'est bien de sensibiliser, mais ce qu'on sensibilise, si nous ne faisons pas le premier pas, ils ne vont jamais considérer ce qu'on les enseigne. Donc je proposais au club du génie de l'environnement, si parmi les projets qu'ils auront cette année, s'ils peuvent inclure un projet où ne serait-ce qu'on pourra descendre, ne serait-ce que dans le quartier où nous nous trouvons, commencer d'abord peut-être par sensibiliser la population et ensuite nous-mêmes faire le premier pas sur le cours de le fond qui se trouve à 0 pas de nous, au moins la petite partie qui se trouve dans notre quartier, la nettoyer d'abord. C'était d'abord là ma première préoccupation. Maintenant, je voulais aussi demander si cela pouvait être possible de créer un magazine. Du genre, après une conférence comme celle-ci, j'ai appris beaucoup de choses, il n'est pas arrivé que j'oublie beaucoup. Et j'aimerais peut-être partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes, mais ça peut m'échapper. Mais avec un magazine, je pourrais me rappeler et peut-être avoir des preuves conséquentes. Et ma troisième suggestion serait, le professeur Tala a parlé des mémoires, de l'un des mémoires que l'une de nos aînés académiques a sorti qui était très édifiant. Alors j'aimerais savoir si ça pourrait être possible d'exposer ces mémoires pour que nous aussi nous ayons peut-être la possibilité de les lire et d'apprendre certaines choses. Et après cela, ma question est de savoir si le fait de polluer les eaux de surface implique forcément que nous sommes en train de polluer au même moment les eaux souterraines. C'est tout. Merci. Okay, greetings everyone and greetings to the big panel. I want to pose one question to our head of department, Dr. Tala. Okay, with respect to all the great things that they have said and the engineer has shown about his what he's doing and the different machines, is it possible that in École des Travaux we can begin to have devices, les appareils, that we can already start using on water, especially for some of us who are doing memoirs that have to do with water? We are always forced to have to go and do water tests outside concerning our memoirs. Is it already possible that in the environmental engineering lab we can have devices that can be able to test water and we can see real deal things live there while as students? That's my first question. I also want to ask the question, Professor Martel, you said that the amount of water that is available to be used for drinking is a very small percentage. But while studying, I realized that it's possible. There's a process called desalination where they take even seawater and they pass it through processes and it's usable for drinking. And also there's even the process where we can even take wastewater, the same one from our toilets, and they pass it through processes and it's used for drinking. What can you say about that and its usage in Cameroon? Thank you very much. Alors, bonjour à tous, ou bonsoir. Je suis Leslie Tegato, élève en Mench 5, génie de l'environnement. My question goes directly to you, Dr. Tangon Khan. I wish to know, please, since it isn't evident for us back at home to see effectively that the water can be polluted or contaminated, I wish to know if there are natural remedies in case we already have kids back at home who have been infected, even though the signs are not present at 100%. Do we have natural remedies we can use on the kids back at home or on us, the adults? That's the question. Merci pour vos différentes questions. Nous allons maintenant laisser le soin aux panélistes de répondre. Je voudrais, avant de réagir par rapport à certaines questions qui m'interpellent certainement, déjà féliciter certains parmi vous. Des questions qui ont été posées, il y a un étudiant de topographie, de la filière topographie, et c'est très bien. J'ai vu certains, lorsque on était en pleine conférence, sortis, vous devez comprendre que l'eau, ce n'est pas une filière, ce n'est pas le génie de l'environnement, ce n'est pas le génie civil, ce n'est pas l'urbanisme. Encore moins la topographie, c'est tout le monde. La deuxième chose que je souhaite dire, avant de réagir par rapport à certaines préoccupations, en fait, c'est que
vous savez, lorsqu'on doit progresser, on doit apprendre tout. Je prends le scénario où vous êtes dans une filière et qu'a priori, il y a un sujet qui semble ne pas vous concerner. La curiosité même permet d'évoluer. Donc c'est pour dire qu'une conférence aussi importante comme celle-là, lorsqu'on réalise que l'amphi 100 n'est pas plein, c'est dommage. Donc je voudrais surtout féliciter les différents présidents des différents clubs et surtout les invités à savoir qui forment une famille. Vous devez travailler en groupe, être soudés pour avancer. Et particulièrement la présidente des filles qui a tenu à être là. Vraiment, je suis content pour cela. Et vous devez toujours sensibiliser vos camarades pour devenir un ingénieur. On doit se mettre toujours en question, quel que soit le sujet qui est abordé. Voilà ce que je voulais d'abord dire. Alors, dans ceci dit, je crois qu'il y avait une question qui plus ou moins m'interpellait. Si j'ai bonne mémoire, je crois que ça doit être l'étudiante de Mèche 2. Là encore, je tiens à la féliciter. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'être dans une filière pour participer à une conférence. Elle a compris que l'apprentissage, c'est le faire tous les jours. Et je tiens à la féliciter. Et il faut également mobiliser, c'est-à-dire sensibiliser vos camarades. Lorsqu'il y a de la science, lorsqu'il y a de l'information relative à la science, il faut y être. Donc vraiment, je te félicite. Alors, elle a donc fait allusion au magazine. Lorsqu'on tient un cercle de conférence et qu'on n'aurait pas envisagé un magazine pour consigner tout ce qui a été fait, de manière à les permettre d'être toujours à jour, d'apprendre, parce que justement, un ingénieur apprend tous les jours. Alors, je crois que l'idée est très bonne, mais j'allais plutôt dire qu'en fait, les conférences ne devaient pas se limiter à un cas ponctuel. Parce qu'il y a une journée internationale de l'eau, nous disons, ok, on va faire une conférence relative à cette question-là. Je crois que cette préoccupation nous interpelle et que je dois véritablement discuter avec la direction et les collèges du département pour que nous puissions systématiser les conférences qui portent sur des questions nous concernant. Et par la suite, on pourra voir si au cours d'une année, il y a un certain nombre de conférences qui sont tenues, si cela peut être consigné dans un journal, magazine, j'en sais rien. Mais il est question dans une école, on devrait de façon récurrente faire des conférences pour vous informer. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Voilà des choses nouvelles, etc. etc. Mais constatez que lors d'une conférence comme celle-là, le panéliste, le docteur Tango, mais voyez, il nous apprend tellement de choses que nous, qui nous limitons dans nos calculs compliqués, nous ne connaissons pas. Et justement, ça permet de vous sensibiliser davantage. Dès lors que nous réalisons le nombre de décès liés à la qualité de l'eau. En restant ici, nous ne saurons jamais. Nous aurons dans la tête de l'eau, il faut traiter quand il faut la consommer, etc. Ça s'arrête là. Mais il n'y a véritablement pas des éléments de motivation par rapport à ça. Ce qui signifie qu'en fait, lorsqu'on fait la formation d'ingénierie, ce n'est pas s'affilier à ce qu'on veut faire qui est suffisant. Il faut ouvrir dans plusieurs choses pour être complet, pour savoir d'ailleurs comment procéder pour aborder mieux les questions concernant sa spécialité. Vous comprenez? Donc, véritablement, ça, vous nous interpellez, on doit véritablement y réfléchir. Alors, il y a une autre préoccupation qui, je crois, m'interpellait également, concernant l'aspect pratique. Je crois que le panéliste, M. Esso, reviendra. Nous sommes conscients. Je crois que c'est lui qui a posé la question. Alors, on sait qu'en fait, une formation, ce n'est pas que la théorie, c'est une formation professionnelle. Une formation professionnelle, c'est la théorie, c'est ce qu'on fait dans les salles de classe. Mais ce n'est pas que ça. C'est la visite des chantiers. C'est les travaux pratiques. Et ajouter à côté de ça, il faut le savoir-être. C'est tout ça qui fait de vous un spécialiste à quelque chose. Et c'est à juste titre que nous pensons qu'il y a des choses à faire pour compléter véritablement la formation. Parce qu'il est vrai, lorsqu'on ne voit que des équipements sur les photos, ou alors les schémas qu'on fait au tableau pour illustrer que ça c'est une pomme, ça c'est un filtre, mais qui ne ressemble à rien à l'équipement grandeur nature qui est sur le terrain. Ce n'est pas la même chose.
Donc, il est effectivement important qu'au-delà même des équipements du type pédagogique qui sont miniaturisés, qu'en principe, vous devez être conduit dans des sites industriels pour voir des équipements grandeur nature. Donc, c'est une interpellation tout à fait fondée. Mais là, vous informer pour le côté pratique. Alors, nous avons pu acquérir quelques équipements pour le compte du laboratoire du génie de l'environnement, pour justement faire les tests dans l'eau, etc., etc. Je voudrais juste vous inviter de prendre votre mal en patience, parce qu'actuellement, moi et le docteur Martin, nous sommes en train de travailler sur l'étalonnage, etc., et puis recenser les réactifs dont on a besoin avant de pouvoir envisager des essais, proprement dit. Donc, nous demandons juste un peu votre mal en patience. Et quand ça sera prêt, je crois que vous pouvez déjà quand même faire la pratique pour comprendre lorsqu'on parle analyser de l'eau, chercher quels paramètres, chercher ceci concrètement, comment est-ce qu'on fait. Donc au moins, je peux vous rassurer qu'on a déjà quelques équipements. Il ne nous reste qu'à finaliser le travail de mise en œuvre. Et finalement, vous pourrez quand même passer au laboratoire pour passer de la théorie à la pratique. Voilà, je ne sais pas si j'ai réagi par rapport à toutes les questions où j'étais interpellé. Si ce n'est pas le cas, je crois que certains pourront me rappeler qu'il y a peut-être une question que j'aurais oubliée. Je vous remercie. D'accord. Merci au chef du département, le professeur Tala. Alors, l'étudiante de Melge a posé une question concernant les sensibilisations. Alors, le club génie de l'environnement pour le mandat de cette année a prévu des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires et au secondaire. Il est question de faire des descentes dans les lycées ou même des collèges, même dans les écoles primaires, parce que on sait généralement que les enfants sont des personnes qui retiennent très vite, et même parfois à la maison, ce sont ces personnes-là qui attirent l'attention des parents concernant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous prévoyons des campagnes de sensibilisation sur une meilleure gestion de l'environnement dans les établissements scolaires et secondaires. Également, tu as demandé si le club pouvait avoir un magazine dans lequel on retrouverait par exemple les résumés des conférences et tout. Je voudrais te dire, adresser à tous nos invités, que le club génie de l'environnement a un magazine qui s'appelle Vector. Déjà, nous avons quelques exemplaires là. Ce magazine, c'est la vitrine du club génie de l'environnement. Dans ce magazine, vous allez retrouver des questions d'actualité, les actions que le club mène au jour le jour. Également, pour pouvoir retrouver les différents résumés, je t'invite, ou alors je vous invite à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux où nous publions chaque fois que nous avons une activité. Vous allez y trouver, merci. Vous allez y trouver les résumés de chaque conférence, de chaque activité que le club effectuera. Et cela va vous permettre d'être à la page de ce que le club fait. Voilà le magazine Vector que le club génie de l'environnement a produit. C'est l'édition de février et de mars. Oui. Donc vous pouvez déjà vous rapprocher de la responsable ou alors du responsable des ventes de Vector pour vous en procurer un. Alors, il y a également une question sur laquelle je voudrais intervenir avant de passer le micro. C'était, est-ce que la pollution des zones de surface contribue également à la pollution des eaux souterraines? Alors, c'est clair que c'est oui. Lorsqu'on pollue la surface, il y a un phénomène qu'on appelle l'infiltration. Par exemple, il suffit souvent qu'il y ait une pluie pour que cette pollution s'infiltre dans le sol. Et tout à l'heure, le docteur Martin a dit que pour obtenir, pour atteindre une nappe d'eau, n'est-ce pas, qui ne contient aucune pollution, il fallait descendre d'une profondeur d'environ
du moins à partir de paramètres selon les zones, n'est-ce pas? Et c'est justement pour ça, pour éviter de tomber sur des nappes phréatiques qui sont déjà contaminées. Je vais passer la parole. Avec ta permission, je complète quelque chose. Ok, bon, en fait, il y a une question qui était très pertinente, qui était posée. Je voulais, avant que les experts prennent la parole, quand même dire un mot là-dessus. Alors, par rapport à ce que le président du club Génie dans l'environnement est en train de dire, justement, les gens se posent la question. Si peut-être on a une nappe phréatique qui résulte de l'eau d'infiltration, comment cette eau peut être polluée? On est supposé peut-être que cette eau ait connu l'épuration avant d'atteindre la nappe phréatique. A priori, c'est ça. Mais rappelez-vous, si nous prenons de l'eau, l'eau c'est quoi? C'est H2O. C'est une molécule. Et quand vous prenez la taille d'un atome, c'est pour ça que lorsqu'il a fait sa présentation concernant le traitement, alors vous avez rendu compte qu'il a relevé le fait que après le processus de filtration et autres là, on passe à la désinfection. Cela suppose qu'en fait, la filtration ne tue pas les microbes. Alors pour l'illustrer, quand vous prenez un atome, sa taille c'est de l'ordre de 10 puissance, inférieur à 10 puissance moins 10. Vous voyez que c'est très très petit. Imaginez maintenant le micro qui lui-même est plus petit que cela. Donc ça signifie que ce n'est pas parce que le sol est poreux et que lorsqu'il y a une filtration, ça passe passer par encore que la taille des pores du sol, c'est tellement grossier comparé à la taille des microbes ou autres là. Vous comprenez? C'est ça qu'il est essentiel, de toutes les façons, que l'eau, puisqu'on a dit c'est de l'eau qui est invisible, qu'on rend visible, qu'au-delà, c'est-à-dire l'aspect apparence, j'ai l'impression que c'est clair, ça traduit par la potabilité de l'eau. Vous comprenez? Il faut toujours vraiment analyser et procéder au traitement avant d'oser consommer, sans quoi il faut être certain. Comme ce que le docteur Tangon le disait, il a relevé également des maladies liées ou alors des décès liés à la qualité de l'eau qui est consommée. Donc c'est très important. Également, je crois que c'est lui qui parlait du cas de Douala. Oui, lorsque on fait un puits à peine 1 mètre, on a de l'eau. Oui, bon, c'est aussi la nappe phréatique. Et quand le docteur Martel a fait allusion au forage, c'est vrai qu'un forage, ça il faut le savoir, il ne faut pas capter la nappe phréatique. Et il a relevé quelquefois comme la nappe phréatique, mais c'est de la quicherie. Ça, il faut au moins percer la première couche imperméable avant de soutirer l'eau qui est de l'eau, on peut dire l'eau du forage. Dans le principe, à Douala, on ne devrait pas consommer de l'eau de la nappe phréatique parce que justement, c'est pas assez. Après 1 mètre de l'eau, donc tout de suite, c'était pollué. Dans la limite, à Douala, on devrait envisager au minimum un forage. Un vrai forage, c'est pour lequel ce n'est pas la nappe phréatique. Donc voilà quelques précisions que je voulais donner avant que les autres panélistes ne puissent intervenir. Merci. Merci. Oui, donc, vu la pollution des rivières, etc., on estime qu'à Yaoundé, jusqu'à 30 ou 40 mètres, l'eau elle est contaminée, elle n'est pas potable, et donc c'est pas la peine de la soutirer. Donc on va creuser plus profond si le massif géologique le permet. C'est pour ça que quand on a avant de faire un forage, on fait une étude géotechnique pour savoir un peu à quelle hauteur est la couche et le socle granitique qui va définir le fond de la nappe. Et si on rencontre une nappe à 30 mètres, on ne la prend pas, on isole le forage, et puis on va prendre l'eau à 40, 50 mètres, 60 mètres. On a une meilleure certitude sur la qualité de l'eau. Pour Douala, le problème est différent, c'est une zone d'alluvion. Donc en fait, il y a une filtration, il y a une perméabilité, et donc un forage à 250 mètres, je prends un exemple sur le port autonome de Douala, on va faire 6 forages
de 200 mètres cubes à 250 mètres. Parce qu'il y a la nappe, elle est puissante, et c'est de l'eau claire, enfin claire. À part qu'il y a beaucoup de fer, de manganèse, puisque c'est une eau fossile, et peut-être de l'H2S. Bon, ça se traite facilement. L'H2S, on le dégaze par stripping, et puis le fer et le manganèse, on peut l'éliminer très bien par une filière biologique, puisqu'il y a des bactéries qui existent dans la nature qui ont la capacité de fixer le fer pour leur métabolisme, d'autres fixent le manganèse pour leur métabolisme, elles travaillent gratuitement, et bien on les laisse se développer sur les filtres. C'est pas la peine de rajouter des produits chimiques, et donc on a fait un projet sur le port autonome. Pour situer le port autonome, on va faire 4 forages pour l'eau potable, puisqu'il n'y a plus d'eau potable sur la zone du port, et 2 forages pour la zone, pour la défense incendie, puisqu'il n'y a plus de défense incendie sur le port. Un bateau brûle, tout le port brûle. Ça fait 2 ans qu'on a fait l'APD, ça fait 2 ans qu'on attend la signature pour commencer les travaux. On m'a posé une question, malheureusement c'est en anglais, et mes connaissances de l'anglais sont très pauvres, mon ami. Est-ce que tu peux essayer de traduire en français, s'il te plaît? Je voulais faire une aparté sur la sensibilisation. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai rencontré des gens de CRTV. Je dis, mais pourquoi vous donnez toutes des nouvelles édifiantes, tout va bien au Cameroun? J'ai dit, la situation au Cameroun est catastrophique. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas été dire? Parce qu'un blanc osait dire qu'il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas de route. En état, il faut savoir qu'à Yaoundé, ils sont au tiers du minimum requis de la voirie. On compte, pour que le minimum requis d'une voirie, c'est 15 km de route carrossable par kilomètre carré. À Yaoundé, on est à 4. Je pense que c'est les enfants, c'est dans le primaire que l'on peut sensibiliser toute la famille. L'émergence d'un pays ne peut se faire qu'en développant le capital humain. Ce capital humain, eh bien, ce développement ne peut se faire que dans le primaire, le secondaire et les universités. C'est dans le primaire et le secondaire qu'on apprend les valeurs de demain et on essaye d'oublier les valeurs du passé qui sont surannées. C'est là où on apprend l'hygiène. Parce que forcément, il n'y a peut-être pas d'hygiène dans les maisons pour les enfants défavorisés, mais quand ils vont à l'école, il n'y a même pas d'eau. Les normes UNICEF et UNESCO de l'enfance ne sont même pas respectées. Ces normes, elles définissent un WC pour 30 filles et un WC pour 50 garçons, séparés du WC des professeurs. Des étudiants de l'école des travaux publics ont fait des enquêtes. Il n'y en a aucun qui respecte ces normes. Maintenant, il y a la grève des instituteurs, je ne peux pas en discuter, mais quand on fait un lycée, on le fait avec la vision de demain, voire après-demain. On ne la fait pas avec la vision de hier ou d'avant-hier. Regardez l'état de nos lycées, mais il faut changer cette mentalité. Bon, j'ai la question en français, mon ami.
Alors, j'ai une question. Les appareils pour l'identification des eaux souterraines, c'est bien ça? Le topographe. Ah, c'était vous. Vous voulez savoir quels sont les appareils pour l'identification? D'accord. Déjà, c'est pas l'identification, c'est un sondage. Vous voyez, c'est le sondage géophysique. Il y a plusieurs appareils. On a le résistivimètre, on a les baguettes, on a le contrôleur DXEMPP, on a le BIPMAT. Bref, il y a une panoplie d'appareils. Maintenant, il faut avoir une maîtrise parfaite de ces appareils pour pouvoir les utiliser. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Le point où est situé le trépied de la caméra, on fait un sondage là-bas. On a l'eau. 2 marches d'escalier plus haut, on fait le sondage, il n'y a aucune goutte d'eau. Ça, vous ne le saviez pas. Parce que, comme on dit les gens qui font les bombes là, les coordonnées, c'est ça. Chaque point de la Terre a des coordonnées bien précises, coordonnées. Donc, je peux être ici, je fais mon sondage, j'ai l'eau. Le docteur est assis là, je fais le sondage où il est et aucune goutte d'eau. Donc, petite parenthèse, j'ai été appelé 2 fois, alors que j'étais encore étudiant, pour résoudre ce genre de problème. Des gens sont venus faire des forages chez une dame. Ils ont foré sans faire d'études. Ce que j'appelle les charlatans. Là. Ils ont fait un point 100 mètres, sec. Ils ont fait un deuxième point 100 mètres, sec. Et puis il y a un ami qui me dit, il faut que tu viennes gérer ce problème. Je suis en stage à Baganté. Je voyage. J'arrive à Yaoundé. Je demande à la dame, est-ce que je peux avoir le rapport géophysique? Elle dit, pardon? Est-ce que je peux avoir le rapport géophysique de votre sondage? Non, vraiment, mon fils, je n'ai pas. Non. Première chose, sondage. C'est après le sondage que je vous dis, votre forage va à telle profondeur. Et en plus, c'est ce même sondage qui me dit, est-ce qu'il y a l'eau à cet endroit? Elle a refusé, elle séchait et tout. Je lui ai dit, à vos devoirs, Yaoundé Baganté, c'est 2 heures, donc je prends mon bus, je suis rentré, ça ne me coûte rien. Avant 18h, elle m'appelle. Quand j'arrive, on fait le sondage. Dans toute sa concession, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Elle a dépensé 2 millions pour le forage. Je lui ai dit, vu qu'il n'y a pas l'eau chez vous, je vais sonder en route. Comment c'est possible? Je sonde en route, je trouve l'eau sur la route. Elle fait une demande à la mairie qui lui donne l'autorisation de percer la route. On trouve l'eau en route, on fait son forage là-bas et avec les canalisations, on ramène l'eau chez elle. Elle n'a pas cru que c'était possible. Finalement, on a trouvé l'eau chez la voisine en face. Fort heureusement, elle s'entend. Je lui ai dit, pour la partie RSE, responsabilité sociétale, on forge chez elle, tu lui donnes l'eau. Il y a des cas comme ça partout. Et vous allez vous rendre compte que des gens se baladent sur Facebook, ils écrivent forage 1 million, forage 800 000, forage 100 000. Je vous invite à éviter de faire ce genre de publicité. N'encouragez pas les gens à faire des conneries comme le docteur le disait. N'encouragez pas les gens à faire des conneries. Si vous décidez de vous lancer dans les forages, faites-le de manière professionnelle. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau donne la vie, l'eau enlève la vie. Celui qui a parlé de Douala où on trouve l'eau à 10 mètres, c'est vrai. C'est quelle eau? Le professeur t'a expliqué. Récemment, j'étais à l'Estelle Nord où j'ai fait 5 forages. À l'Estelle Nord, tu creuses avec le doigt, tu as l'eau. Mais ils n'ont pas d'eau. Est-ce que vous savez ça? Tu creuses avec le doigt.
quand les maillots sont secs, en saison sèche, il n'y a pas de couloir à l'extrême nord, tout est sec. Mais tu creuses avec la main, tu as l'eau. Sauf que cette eau n'est pas potable. J'ai fait un forage à l'extrême nord à 150 mètres de profondeur. Parce que je sais ce que je recherche dans cette eau, dans ce forage. Je sais exactement ce que je viens chercher. Je peux faire un forage à 30 mètres. Quelqu'un vient dire, oh, vraiment, ce forage, tout dépend de comment l'étude s'est comportée. Si l'étude te dit que non, tu as une roche qui est là à 30 mètres, et dans cette roche c'est un aquifère, il y a une bonne quantité d'eau. Je pense que je ne me trompe pas, docteur. Avec l'aquifère, tu es sûr d'avoir une eau au moins propice pour l'être humain. Je n'ai pas dit qu'elle était potable. C'est après l'analyse qu'on sait si on peut l'utiliser ou pas. Donc nous ne lançons pas dans des aventures comme beaucoup de personnes le font depuis un certain temps. Tout le monde est foreur. Et après, mon jeune frère qui a demandé pourquoi on n'installe pas tous les appareils que j'ai cités là à l'école de travaux. La question c'est, est-ce qu'à l'école de travaux on vend l'eau minérale? Tu vas prendre une soutureuse, tu vas mettre à l'école de travaux. Juste pour qu'on regarde. C'est vraiment qu'on a envie de voir, mais c'est sur le terrain que tu vas voir ces appareils la plupart du temps. On va prendre un adoucisseur et mettre à l'école de travaux. Ça va rester là, la moisissure. Un appareil qui ne fonctionne pas se gâte. Donc si on pose un appareil qui ne sert à rien à l'école, je ne vois pas pourquoi on doit le faire. Enfin, je n'encourage pas ça, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va poser un adoucisseur, une soutireuse, des suppresseurs. Je ne vois pas l'utilité. Une fois sorti de l'école, tu auras l'occasion de rencontrer ça sur ton chemin. Si tu fais dans le métier de l'eau, tous ceux qui vont faire dans le métier de l'eau, vous allez rencontrer ces appareils tous les jours. Parce que ce sont des appareils, lorsque c'est branché, un individu qui ne connaît pas, il vient toucher un mauvais bouton. Tout le système s'arrête. Parce que tout est branché en série. Chacun communique avec l'autre. Tu débranches un, le système est à terre. À ce moment-là, on fait appel à un expert du domaine, qui est toi. Tu viens, tu expliques, ceci fonctionne comme ça, ceci fonctionne comme ça, et ainsi de suite. Merci. J'ai une observation. Vous avez vu la présentation de Pierre-Marie Esso sur l'unité de traitement. Cette unité de traitement, c'est pour une brasserie, c'est pour une industrie, c'est pour de l'eau embouteillée. Vous avez vu tout le matériel qu'il faut et l'entretien de ce matériel. Dans le moteur, il n'y a rien. Il n'y a plus aucun appareil qui fonctionne. Il n'y a plus une pompe doseuse qui fonctionne. Tout a disparu. Les gens, ils siphonnent les bacs de réactifs. Voilà comment fonctionne la carburateur. Vous avez vu, ils traitent par osmose. Il n'y a même plus de sable sur les filtres. À Eboloa, vous avez plus de... Tous les appareils de mesure en continu sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas d'entretien. Le personnel ne sait même pas s'en servir. Il y a 2 ans, ils voulaient mettre un centre de formation du personnel. Ils avaient commencé à construire des salles à Komiada. C'est à l'arrêt, il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien. Voilà la situation de l'eau au Cameroun. Je mens à l'usine de Yato 2 à Douala, il y a 2 appareils de mesure en continu, un pH-mètre et un turbidimètre. Ils sont à 2,50 m de hauteur. Comment on les règle? Comment on les étalonne? Il faut dresser des singes, il faut une échelle, une banquette, un tournevis, et puis dans l'information plus loin, vous voyez un peu comment c'est fait. Je n'arrive pas à comprendre la situation du Cameroun. Le
Non, mais vous allez comprendre. Le docteur vous a dit, on parle des maladies, mais vous avez vu toute la kyrielle de maladies qui découlent de l'eau non potable. Je prends un exemple. On a mis l'eau à Abaram. Sur la commune de Chénier, 2000 habitants, on a demandé, avant de mettre de l'eau potable, un constat au centre de soins. 10 cas de typhoïde par semaine. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des statistiques, ils envoient ça au département, le département à la région et la région au ministère de la Santé. Que fait le ministère de la Santé? Le directeur technique de Calwater, je dis, est-ce que vous connaissez l'état de vos installations? Oui. Est-ce que vous connaissez l'état de l'installation comme moi je les connais? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Rien. J'ai dit, vous savez que vous avez la responsabilité sanitaire des usagers? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Rien. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire une note technique à votre direction? Réponse, je tiens à garder ma place. Vous comprenez, vous allez comprendre, moi quand j'étais en fonction, j'étais exploitant, j'avais ma responsabilité civile et pénale engagée. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui était malade, je pouvais aller en tôle avec des amendes, avec mon casier judiciaire marqué empoisonneur. Et à nos musées, c'était pollueur. Vous comprenez que j'ai été, pendant 40 ans, j'ai travaillé dans ce milieu, j'arrive ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mais nous, quand il n'y avait pas d'eau, on était obligé de mettre 2 litres d'eau par jour, de l'eau en bouteille, à nos frais. Mais on ne veut pas que les gens soient malades, vous comprenez qu'il faut donner de l'eau potable aux gens, sinon vous avez vu toute la kyrielle de maladies auxquelles les gens sont exposés. Et ça, ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des statistiques. Rien. Okay, Leslie, looking into your question is a very important question. And talking about natural medicines, we don't want to encourage patients or mothers taking natural medicines to give to their children. In the past, it's true that there was a composition that they used to give to mothers, that if your child is having a diarrhea, so probably a bacterial infection in the GTI or the alimentary canal, you should compose and give to the child. But they later on discovered that even with that prescription, many moms were making mistakes. So sometimes they will put sugar, they will put a lot of salt, and instead dehydrate the child more. So there is oral rehydration solution that they call Oracel. If some people may have heard about it. So if somebody is having diarrhea, you can get that from a nearby store or from a nearby clinic before you go to the hospital. But what we advise is that you should always go to the hospital. If you have abdominal pains, you're vomiting, you're having diarrhea, it's very promoted that you go to the hospital. Especially for children less than 5 years. It is very, very important. A child can have acute diarrhea. There is what they call rotavirus. For example, if the child has it, say in about 6 hours, even looking for the vein to be able to replenish the fluid of the child will be a big problem. We have lost children like that. They come, we look for veins, they are going unconscious, we are seeing, and they are dying, we are looking for veins, we are not seeing. The veins have collapsed, so it's very, very important. Then, if I take an example, say for cholera, if somebody is diagnosed of cholera, we advise that the people who are around the person, say the inhabitants of that house and even the neighbors, they can take a preventive dose of medicine. They call it prophylaxis.
So you can take tetracycline, you have the capsule or the tablet, which is 500 milligrams. You can take one in the morning, one in the evening for 3 days. So that one, you don't need somebody to come and tell you before you do that. So that one, you can do it at home. Merci à nos chers panélistes pour ces éléments de réponse. Je vais à présent vous inviter à acclamer pour tout ce qui a été dit. Nous avons été édifiés sur plusieurs aspects. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites et il est malheureusement l'heure de nous séparer.